Bien bonjour, excusez-moi pour cette mise en place. Peut-être d'abord commencer par le fait que c'est un grand plaisir d'accueillir Gaetano Pesce parmi nous aujourd'hui. Il est arrivé hier de New York, spécialement pour nous rencontrer. C'est un grand plaisir parce que nous y étions réellement attachés, en particulier d'une part sur l'ensemble des données en fait, du colloque, mais aussi, et en particulier, je dirais, d'une manière très précise sur la question de ce que j'appelle le design différentiel. Je ne sais pas si lui l'appellera comme ça, mais bon, je lui laisserai la parole à ce sujet. Je suis également heureux d'accueillir Stéphane Vial. Donc Gaetano, juste pour le présenter en deux mots, mais c'est très difficile de présenter Gaetano. Donc il est architecte, il est designer, c'est quand même l'un des grands designers internationaux aujourd'hui, comme vous le savez tous. Il a enseigné à l'école d'architecture de Strasbourg assez longtemps. À l'époque, si je commence depuis le début, donc Gaetano est vénitien. Il a enseigné à l'école d'architecture de Strasbourg pendant assez longtemps. À l'époque, il habitait Paris. Et Gaetano habite New York, je crois, depuis un peu plus de 20 ans. 30 ans. Voilà. Et donc, je voudrais présenter également Stéphane Vial, qui est philosophe et qui enseigne à l'école Boulle. Donc c'est un philosophe qui s'est intéressé au design, ce qui est assez rare, il faut bien le dire. Je pense que son intervention va porter en partie sur cette question, sachant que effectivement, personnellement, je suis assez attaché à cette question-là, puisque je dis toujours, j'ai commencé à écrire personnellement pour expliquer aux philosophes ce qu'était le design, un petit peu modestement, j'allais dire, pour être très franc. Et donc, nous allons aborder une question très ouverte. Pour commencer, puisque lorsque nous avons organisé cette journée, nous avons voulu le matin aborder cette question très très vaste, très très ouverte, qui est finalement qu'est-ce que le design aujourd'hui. C'est une question qui n'est pas du tout négligeable, au sens où effectivement on peut s'interroger sur l'état actuel du design et ce qu'il peut signifier. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être rapidement présenter les quelques diapositives que j'ai préparées pour expliquer un peu, j'allais dire d'une manière extrêmement modeste, une histoire extrêmement accélérée du design, juste pour poser cette question-là. Sachant que je tiens à préciser tout de suite que c'est une question que nous posons d'une manière très modeste, je pense les uns et les autres, parce que autant Gaetano, je pense que Stéphane Vial que moi-même, nous n'avons pas de réponse absolue, bien sûr, à cette question. Quelles sont les directions que va prendre le design? C'est vraiment quelque chose qui serait absolument audacieux de prévoir. Simplement, je voulais commencer par dire que la première période, finalement, je sais pas ce que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Oui, donc très rapidement, ce que vous savez tous, le design, bien qu'à l'origine, on peut dire au tout début de l'histoire du design, il y a des positions assez différentes, en particulier la position de la question des masques, qui a été contredit assez abondamment par la période moderne, qui avait donc une vision anthropologique de cette question du design au milieu du 19e siècle, mais vous savez tous que la première période du design a été marquée par cette fameuse phrase de Sullivan, « Form follows function », qui est un peu une métaphore du fonctionnalisme darwinien, c'est-à-dire la fonction crée l'organe. Et donc effectivement, toute la première période du design, ce que j'appelle la période classique, a été marquée par cette liaison entre la forme et la fonction, qui est très forte ici. Alors simplement, j'ai mis quelques exemples de ça, c'est-à-dire des exemples que vous connaissez, le travail sur les attelles d'Ames, qui est le premier travail d'Ames sur le multipli, et puis bien sûr
une chaire des IMS, un siège des IMS. Et puis j'ai mis aussi le téléviseur Téléavia de Roger Talon, c'est juste un petit hommage à Roger Talon qui nous a quittés il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui était donc l'un des grands designers français de l'époque j'allais dire fonctionnaliste. Donc cette première période, je la caractérise de cette manière-là. Évidemment, tout ce que je vais dire est complètement sujet à débat. Hein, c'est pas du tout des vérités. Hein, c'est simplement comment dire, un enchaînement de traces qui permettent d'essayer de comprendre finalement où on en est aujourd'hui. Après cette première période, donc la deuxième période, je vais aller très vite. La deuxième période, ce que j'ai appelé la période postmoderne, c'est un terme qui est un peu usurpé puisque cette période commence avec la naissance du design critique et du design radical, on peut dire à la fin des années 60, mais il n'empêche qu'on on sait bien qu'il s'est passé quelque chose d'important à ce moment-là, et je crois que le plus important, c'est que le design, à ce moment-là, s'est intéressé à la question des langages. C'est véritablement l'objet en tant que langage qui est devenu un peu le fondement du design. Branzi résume ça par cette petite phrase « un patrimoine de langage ». C'est dans Casa Calda, donc il parle d'un patrimoine de langage. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, le design, à ce moment-là, est en phase avec une interrogation profonde sur qu'est-ce que c'est que ces langages de l'expression. Je dis toujours, finalement, c'est à la suite du pop art, c'est à la suite du pop art, mais en même temps, il faut peut-être insister sur le fait que la question des langages est une question fondamentalement philosophique à ce moment-là, autour aussi bien de Lacan que de Deleuze, que de Lévi-Strauss, tous ces personnages extrêmement importants, évidemment Roland Barthes, s'intéressent à la question des langages. Et donc c'est quelque chose, c'est une question qui a marqué le design durablement, on peut dire, d'une manière très très forte entre les années, on peut dire le milieu des années 60, du milieu des années 60 jusqu'aux années 80. Là j'ai mis simplement quelques objets qui présentent cette question, qui sont un peu disparates, Deganello, Delucchi et puis Ron Arad, cet environnement acoustique de Ron Arad, qui aujourd'hui est très loin finalement de ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant parce que ça montre effectivement cette question du langage qui passe par la communication aussi. Donc voilà, cette deuxième période, je pense qu'elle est importante. Peut-être il faut insister, mais j'y reviendrai sur le fait qu'en réalité ces concepts s'empilent. C'est-à-dire que dans cette deuxième période où on s'intéresse aux questions des langages, on n'est pas pour autant, la question de la fonction n'est pas pour autant absente. Elle reste présente, et en fait, on peut dire que les concepts vont s'emboîter, s'empiler pour arriver à la période contemporaine. Donc c'est cela qui m'intéresse de montrer. Encore une fois, évidemment, c'est sujet à débat. Et pour en arriver à la période contemporaine, j'ai essayé, ça fait déjà un certain temps, j'ai essayé de comprendre finalement quels sont les concepts qui permettent d'évoquer la période contemporaine. Qu'est-ce qui se joue finalement dans le design à l'époque contemporaine. Alors personnellement, j'y ai trouvé la question de la dématérialisation, qui est une question, je crois, importante, parce que la dématérialisation est un processus historique, fondamentalement, qu'on peut expliquer. Je ne vais pas m'étendre sur cette question, on pourrait le faire, on pourrait montrer comment la dématérialisation touche la question même de la matière, le cœur même de la matière, on pourrait dire. Mais aussi, bien évidemment, ce qui est plus banal et plus connu, la microélectronique, la miniaturisation, le fait qu'il y ait de moins en moins de matière dans des objets, et dans ces objets que l'on dit aujourd'hui communicants. Pour illustrer cette question de la dématérialisation, j'ai pris un luminaire de François Azembourg qui me semble intéressant parce que, donc c'est un luminaire qui est édité chez Rosé, mais ce qui me semble intéressant, c'est que précisément c'est un luminaire qui est extrêmement dématérialisé, c'est-à-dire que la recherche porte sur la question strictement de la lumière. Le luminaire n'est plus un objet du tout, c'est finalement un ensemble de particules lumineuses. La deuxième question qu'on peut mettre un peu en exergue de cette période contemporaine, c'est, et je dirais d'une banalité totale, c'est la question de l'écologie. Alors aujourd'hui c'est totalement banal, mais je rappelle toujours que il y a une quarantaine d'années ça ne l'était pas du tout, c'était vraiment extrêmement marginal. Donc je pense que c'est toujours important de comprendre ces décalages de contemporanéité, et la question de l'écologie qui est comment dire, une interrogation pour le designer, bien sûr, comment le designer se situe dans cette période, on y reviendra. Cette question d'écologie, je l'ai illustrée ici par la chaise Lin 94 de François Azembourg, qui est, à ma connaissance, la première chaise qui utilise le lin comme matrice, sachant qu'aujourd'hui, d'autres designers ont emboîté le pas. Cette chaise Lin 94 a été éditée, j'ai mis l'année en 2009, donc ça c'est-à-dire il y a 3 ans.
L'autre question, la troisième question donc, qui m'intéresse par rapport à cette question du design contemporain, c'est la question des ambiances. Il me semble que la question des ambiances, c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement présent. Les interlocuteurs précédents en ont parlé. Je pense que c'est extrêmement présent. Non pas que la question des ambiances soit une question nouvelle. En réalité, dans la période contemporaine, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de données nouvelles, mais simplement le regard est nouveau. C'est-à-dire qu'on regarde cette question d'une manière tout à fait nouvelle. Et sachant que vous allez avoir affaire à l'espace public, moi tous les exemples que je présente ne touchent pas du tout à l'espace public, c'est assez volontaire, il ne s'agit pas du tout pour moi aujourd'hui, ni pour mes interlocuteurs d'empiéter sur ce qui est le cœur même du concours, mais simplement de donner des pistes de réflexion. Et en fait, concernant donc l'espace public, la question des ambiances est aujourd'hui une question majeure. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette question elle est présente dans le monde du design, j'y reviendrai dans mon autre présentation, mais elle est présente dans ce monde du design depuis maintenant un peu plus de 20 ans, d'une manière assez aiguë. Et je pense que ce qui explique le succès des frères Brouillec est essentiellement cette question. Je reviendrai par rapport à Branzy, mais il me semble que les frères Brouillec travaillent essentiellement, on pourrait dire, sur un design d'ambiance. Le quatrième thème donc, que j'ai voulu mettre en évidence, le quatrième concept plutôt que j'ai voulu mettre en évidence, c'est la question de la CFAO. C'est pas vraiment un concept, c'est plutôt, c'est assez complexe parce que c'est avant tout une question de méthodologie de fabrication, mais cette question de méthodologie de fabrication interagit bien évidemment avec la question de la conception. Ça pose beaucoup de questions, donc c'est très très intéressant puisque ça pose en particulier la question du rôle du designer, qu'est-ce que le designer de cette affaire. Et j'ai pris comme exemple une expérience de François Brumand. François Brumand, donc, qui est un designer diplômé de l'ANSSI, qui aujourd'hui enseigne à l'ANSSI. Et il a fait donc, ce travail-là peu de temps après son diplôme. Il s'agit donc de vases différentiels qui sont fabriqués par une machine à feuilletage de poudre, qui est commandée en CFAO par un ordinateur. Simplement, le protocole, c'est que ce sont des vases qui sont fabriqués par le son. C'est-à-dire qu'il a mis au point donc, un système qui permet, simplement en parlant dans un micro, de fabriquer une onde qui va commander la machine qui fabrique le vase. Je trouvais ce travail a été présenté dans l'exposition Design et Mutation, donc en 2009, ça c'était il y a 3 ans, c'est dans le catalogue donc, qui était paru chez Intramuros. Et en fait, j'ai trouvé moi ce travail-là très intéressant parce qu'il avait présenté peu de temps auparavant des chaises qui n'étaient pas convaincantes, mais là je trouve qu'il atteint quelque chose d'intéressant par rapport à la question de la CFAO, qui est une question complètement ouverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde s'interroge un peu sur ce qui est susceptible, pas tellement sur la technique, mais sur ce qui est susceptible de modifier la CFAO, en fait, dans le contenu même du design. Et enfin, donc, la dernière question, le dernier concept plutôt que j'ai voulu mettre en place, c'est la question des topologies complexes. Il me semble que la question des topologies, les topologies sont des géométries modernes, on appelle ça des géométries modernes, mais la question des topologies complexes, qui est une question qui est très présente dans les années 20, je pense évidemment aux futuristes russes, à Pevsner, à Naum Gabo, donc quelques grands sculpteurs russes. Cette question, en fait, elle a été assez présente aussi dans les années 50 en architecture. On pense, je sais pas, moi je pense à Notre-Dame de Royan de Gillet, par exemple, dont la couverture est une paraboloïde hyperbolique. Et cette question, en fait, on la voit revenir d'une manière très claire dans un ouvrage, peut-être le premier ouvrage connu d'Oma. À l'époque, d'ailleurs, c'est Rem Koolhaas et Elias Engelis, qui est le centre de danse de La Haye, mais surtout dans le second, le plus connu sans doute, qui est donc le Kunsthal de Rotterdam, où en fait le Kunsthal est un bâtiment qui est construit sur cette logique de topologie complexe. Et là j'ai voulu, donc on pourrait parler de ça bien sûr pour toute une série de bâtiments de Rem Koolhaas depuis, mais j'ai voulu mettre évidemment en exergue un objet de Rem Koolhaas, qui est cette chaussure, qui porte le nom de Mébius. Donc c'est l'anneau de Mébius, en fait, cette figure topologique qui conforme ici la chaussure. Je trouve ça intéressant puisque, effectivement, c'est l'une des premières fois que Rem Koolhaas touche au domaine de l'objet.
Oui, alors simplement pour parler de synthèse, mais c'est juste un peu un clin d'œil, puisque je disais que en fait, ces différentes logiques allaient s'emboîter. C'est pas parce qu'on travaille sur la question des ambiances, par exemple, ou la question de la dématérialisation, que la question des langages n'est plus présente. Donc c'est intéressant, je trouve, cette question, ou que la question des fonctions n'est plus présente. On est plutôt dans un jeu d'emboîtement historique, on pourrait dire, et donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? La question reste totalement ouverte. Et pour illustrer ça, j'ai simplement choisi un siège d'un designer néerlandais qui m'intéresse tout simplement parce qu'il s'appelle Form Follows Function. C'est le nom même en fait du siège de ce néerlandais, alors qu'il s'agit évidemment d'un objet de topologie complexe d'une manière totalement évidente, qui est donc en aluminium soudé. Et enfin, peut-être la question que je laisse totalement ouverte, j'ai mis un point d'interrogation sur cette question du siècle du design. On peut vraiment s'interroger sur le fait de savoir si on n'est pas dans le siècle du design, après le siècle du cinéma, après le siècle de l'opéra, après le siècle de la musique, on serait aujourd'hui dans le siècle du design. En tout cas, il est certain qu'aujourd'hui, le design est l'une des grandes références de l'architecture. Ça a été l'inverse pendant assez longtemps. Et aujourd'hui, le design est véritablement l'une des grandes références de l'architecture. J'ai mis simplement que le premier objet que j'ai mis, c'est le premier projet d'architecture de Stark, donc construit en 1989 à Tokyo. Et ce projet m'avait beaucoup frappé parce que c'est véritablement un objet. Et d'ailleurs, Stark en avait fait une miniature qu'il vendait. Il vendait la miniature qui ressemblait beaucoup à un briquet. Donc c'était vraiment une démarche objet qui produisait désormais l'architecture. Et je pense qu'il en est à peu près de même pour le CCTV de Rem Koolhaas, où on retrouve cette question des topologies complexes, qui rappelle en fait un projet d'Eisenman qu'Eisenman avait présenté à Venise de mémoire en 1994, et puis un projet d'Ungers, que Ungers avait présenté dans les années 70. On voit tout un chaînage donc, de réflexion autour de cet objet architectural qui serait dégagé de tout code architectural. Je pense que c'est assez important de voir comment l'architecture ici se débarrasse de ces codes, pour le meilleur et pour le pire, pour adopter ceux du design. Et je crois qu'il en est exactement de même pour la tour Akbar de Nouvelle à Barcelone, où en fait, y compris la luminescence, enfin, ce jeu de lumière, pour parler d'ambiance, effectivement est une stratégie qui est plutôt une stratégie du côté de l'objet. Et enfin, bien sûr, le Rolex Learning Center de Sanaa, où là, c'est cette nappe architecturale en fait, que développe Sanaa à Lausanne, évidemment, cette nappe perforée, donc qui est en fait une figure multitorique, pour parler de topologie, renvoie directement, de mon point de vue, à une démarche objet. Voilà, donc je vais en rester là pour cette présentation, et je vais passer la parole à Gaetano, donc pour qu'il nous fasse à peu près le même exercice, mais d'une manière bien sûr beaucoup plus intéressante. Alors, laisse ça parce que c'est intéressant. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité ici. Ça fait longtemps que je ne faisais rien en France, donc je viens avec beaucoup d'intérêt pour entendre qu'est-ce qui se passe. Ça fait beaucoup d'années. Comme Philippe a dit, moi j'ai vécu 14 ans à Paris. J'ai vécu les moments quand en France on commençait à parler de design. Et je me rends compte aujourd'hui que le design c'est au centre du débat sur le futur, le développement de la société, etc. etc. Donc le design devient une discipline très importante, sans laquelle on ne peut pas comprendre qu'est-ce que va être notre vie future. Ça vaut la peine peut-être de souvenir qu'est-ce que ça veut dire design. Le design, ça veut dire projet. Et donc, un projet, c'est jamais une répétition. Un projet, c'est toujours quelque chose qui a à faire avec le futur. Voilà. Bon, tout ça, vous le connaissez très bien. Alors, je crois que ce matin, on est là pour se demander qu'est-ce qui va être le design. Je pense que c'est relativement facile de savoir qu'est-ce qui va être le design. Et en même temps, c'est très difficile. Mais si on regarde à l'histoire, et si on regarde à l'histoire comme un outil pour comprendre notre présent et notre futur, c'est relativement facile. C'est-à-dire que l'art
Si on regarde au passé, l'art était toujours un produit qui était toujours utile aux gens. Donc, je ne vais pas aller trop loin et répéter des choses que peut-être tout le monde connaît, mais un portrait, avant d'être de l'art, c'était quelqu'un qui faisait la représentation de quelqu'un d'autre et que cette représentation devait être comment dire, ressemblante. Parce que sinon, ce n'était pas un portrait. Et ça, c'était à une époque quand il n'y avait pas la photo, quand il n'y avait pas la possibilité de prendre des images de la réalité. Quelqu'un qui voulait s'exciter sexuellement, dans le passé, il n'y avait pas de revues, ni de films, ni de choses, ni de tout ce que vous imaginez. Mais il y avait des peintres qu'on appelait donc dans la maison ou dans la chambre des deux mariés, etc. On faisait des représentations qui pouvaient aider ces gens à passer sexe dans le sens de l'excitement. Voilà, donc tout ça, c'est pour éclaircir qu'à un certain moment, quelque chose est arrivé dans la réalité et l'art est devenu un produit seulement pour la culture, c'est-à-dire l'évolution des idées, etc. Et c'est peut-être vrai. Mais avant d'être ça, l'art, c'était quelque chose d'utile pour lequel les gens avaient des besoins. Et l'art donnait la solution à ces besoins. L'art actuel qui satisfait ce type de fonction, c'est le design. Donc, on s'interroge depuis, moi, personnellement, depuis 50 ans, je m'interroge si ce n'est pas le design l'art du futur. Art sous-entendu comme quelque chose d'utile pour les gens. Mais pas l'art qu'on voit, peut-être, moi je ne vais pas ouvrir de polémique, mais peut-être pas l'art qu'on voit dans les musées d'art contemporain, parce que si je pense à Baudrillard, quand il a dit à un certain moment que quand quelqu'un va dans un musée d'art contemporain ou bien il va dans un concert d'art, de musique expérimentale, etc., tout le monde sort en disant que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu penses? Oh, c'était très intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Oh, c'était formidable. Et toi? Mais personne ne dit, mais pourquoi c'était intéressant? Parce que si on pose une question comme ça, on fait du mal à nos interlocuteurs, parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Et Baudrillard, à un certain moment, il disait même, est-ce que l'artiste sait ce qu'il est en train de faire? Des fois, il le sait très bien. Des fois, peut-être pas. C'est seulement une provocation inutile, pas une provocation à la Duchamp, parce que provoquer, comme a fait Duchamp, la société, a ouvert des portes à la culture contemporaine immenses. Et je vais vous dire une chose que peut-être on n'a jamais l'envie de dire, parce que c'est un terrain que c'est comme un marécage, on ne sait pas comment mettre les pieds. Et donc, je me demande si Duchamp, ce n'était pas le premier artiste qui a compris l'importance du design du XXe siècle en mettant dans des expositions des objets industriels. En disant, messieurs, dames, l'histoire de l'art romantique est terminée. Regardons à des objets parce que l'objet porte tout ce que c'est les caractéristiques de la réalité et donc, peut-être, c'est l'art d'aujourd'hui. Alors, l'objet pissoir, par exemple, il a une technologie derrière. On devait faire de la publicité pour que les gens l'achètent. Il y a de la créativité parce qu'il y a aussi une forme. Il y a tout un marketing, etc. Tout ça ensemble, ça fait la réalité d'aujourd'hui. Que l'art traditionnel n'a pas. Parce que l'art traditionnel investit seulement le marché de l'art, la galerie, etc. Bon, alors on revient à ce que c'est peut-être le design aujourd'hui. Sûrement, c'est pas seulement ce qu'on a vu. L'art a plusieurs composants, le design a plusieurs composants. Sûrement, il y a la forme, follow function, comme
Philippe a dit, mais il y a une autre chose, c'est la signification. Alors le design, c'est plus du tout l'objet fonctionnel dans lequel... mais c'est aussi un objet qui nous donne confort psychologique. Je me sens seul, donc j'ai des objets qui me donnent la possibilité de me sentir avec quelqu'un. Et aussi, je peux dire plein de choses de ce type. C'est-à-dire le design a une fonction très forte pour parler des choses qui ne sont pas pratiques, pour nous donner des dimensions auxquelles on n'était pas, des feelings, des choses impalpables qu'on a besoin dans notre vie, c'est le design qui nous les donne aujourd'hui. On peut faire du design pour supporter une position religieuse, des objets qui parlent de religion, pour la critiquer ou pour la soutenir. On parle de design, on peut avoir du design qui parle des problèmes liés à notre propre intérieur. Et autrefois, disons, le design c'était très ascétique. Moi, je sais pas, lui, Philippe, il nous a dit qu'il a fait ces chaises, mais s'il ne le disait pas et quelqu'un vient ici, me demande d'où vient le type qui a fait ces chaises, comment on fait le savoir? Où est-ce que cet objet il était produit? Est-ce qu'il est porteur d'une identité liée à un lieu? Non, pas du tout. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, le design prétend de parler d'identité. Mais pas l'identité qui nous porte. C'est-à-dire, quelqu'un qui pense à l'identité, d'habitude, il est projeté en arrière, en pensant à ce qu'il était, c'était ses origines. Et donc une forme de nostalgie. Je ne parle pas d'identité dans ce sens, je parle d'identité parce qu'on a besoin de points d'ancrage. On dit comme ça, point d'ancrage. Dans ce monde étendu où on élimine les différences pour un très longtemps, on a perdu on ne sait plus qu'est-ce qu'on est. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a besoin, comme créateur, de créer justement ce type de référence au lieu. Ne pas faire l'architecture parce qu'il y a des tuiles en terre cuite. Non, c'est pas ça. L'identité, c'est une identité d'esprit du lieu, la nature du lieu. Et là, le design doit nous aider à parler de ce type. Donc, le design nous apporte des expressions très personnelles. On veut savoir qu'est-ce qu'il pense, l'auteur, qu'est-ce qu'il pense politiquement, d'où il vient. C'est-à-dire, on est en pleine époque de communication, donc on veut que le design nous communique tout ce que c'est possible. Et pas seulement quelque chose de simplement lié à la fonction. Parce que, évidemment, si j'achète une chaise, je dois pouvoir m'asseoir, c'est le minimum. Mais je veux savoir qu'est-ce qu'il pense la personne qui a fait la chaise. D'où il vient, où la chaise était produite. Parce que l'industrie d'autrefois, du textile, etc., d'ici, avait une identité très forte. Après, il y a ce qu'on appelle la planification du monde, les styles internationaux qu'il y a eu. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça, mais il y a un siècle, les gens se battaient pour arriver à exprimer une idée de style international. Et donc l'élimination des différences. Étrangement, à la même époque, il y a quelqu'un qui rêve de faire le style international politique. Et donc la même idéologie pour le monde entier. Il y avait même des gens dans certains pays qui voulaient convaincre la société qu'on devait s'habiller de la même façon.
hommes et femmes, etc., au-delà des régions, au-delà des cultures. Tout ça, d'une certaine façon, heureusement, n'a pas pu être réalisé. C'est-à-dire on a passé à côté de cette possibilité d'être planifié complètement et être des numéros. Non, on est différents, on est similaires les uns aux autres, au niveau des gens, de la société, de l'humanité. Donc, pourquoi pas les objets capables d'être similaires? Être similaires même dans la production en série. C'est-à-dire, chaque pièce, elle doit être différente. Donc, le standard, c'était un rêve qui est terminé. On n'est plus dans l'époque des copies, on est dans l'époque des originaux. Donc, un immense panorama qui s'ouvre et de qualité immense, parce que ça veut dire donner aux gens l'unicité. Le mieux qu'on puisse donner, c'est la pièce unique. La pièce que seulement quelqu'un possède, et donc authentique. C'est magnifique. Donc ça, c'est un tout petit peu le futur. Alors, si j'ai entendu, comme j'ai entendu le président ou le maire, en effet, il y a des problèmes très forts ici comme ailleurs. Comment le design peut intervenir au niveau de l'eau, au niveau de trouver une identité future, au niveau de l'industrie, etc. Moi, je ne sais pas, mais je suis sûr que si je commence à réfléchir sur ça, je trouve des solutions. Parce que vous pouvez les trouver aussi. Parce que c'est fini l'époque de dire « Oh, mais l'école est mal de donner toutes les choses ». Non, c'est vous-même que vous devez trouver les solutions. Il n'y a plus la possibilité de faire partie des mouvements où on se trouve tous ensemble, etc. Parce que le futur est fait d'individualité. Alors, moi, je ne vais pas vous ennuyer trop. Et donc, je pense que ce que je devais dire, je l'ai dit. Mais cet après-midi, je vais continuer à vous, d'une certaine façon, je ne sais pas moi, vous ennuyer ou entretenir. Et on va peut-être parler en profondeur de certaines choses. Mais je pense que la chose plus importante, c'est de penser que vous-même, vous êtes dans la possibilité pas de sortir des objets avec la belle forme, parce que ce n'est plus le problème du design. Le problème du design, c'est d'inventer des systèmes. Des systèmes que quand on met ensemble les composants de ce système, produisent des choses à forte énergie, qui peuvent porter à des inventions qui servent à la société. Merci beaucoup. Merci Gaetano. Moi, je pense que le débat commence à être un peu lancé, ce qui est pas mal. Je vais laisser tout de suite la parole donc à Stéphane Vial. Simplement, moi, je relève d'une part, effectivement, par rapport à ce que j'ai voulu montrer, en fait, comment ce discours s'inscrit, parce qu'il me semble vraiment intéressant, mais aussi l'accent mis sur sur une politique d'auteur, c'est-à-dire cette idée, effectivement, que le designer est un auteur. Ça, je pense que c'est assez important, parce qu'effectivement, je pense que c'est un peu en fond de tout ce que tu as dit, et en particulier, donc, le rapport au designer que l'on convoque ici serait quasiment du même ordre que le rapport à l'écrivain. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. J'en parlerai peut-être sur la question du standard, parce que je trouve que là, il y a vraiment une piste extrêmement importante à comprendre par rapport aux enjeux du design aujourd'hui. On va laisser la parole à Stéphane Vial. Je ne sais pas, il y a un changement de matériel, c'est ça? On va te laisser le faire.